Mon nom est Adrien Hébert. J'ai 34 ans, et les gens me disent que j'entre dans les pièces comme si j'en connaissais déjà les sorties. Des années dans l'armée de terre, puis dans l'audit pour un cabinet de la défense, ça vous fait ça. J'ai construit ma vie sur la discipline, le contrôle et les traces écrites, parce que le papier ne ment pas, même quand les gens le font. Je n'étais pas retourné à Lyon depuis 11 ans. Pas depuis que j'étais parti avec 2 valises et une bourse d'études, en me promettant de ne plus jamais remettre les pieds sur la rue des Érables. Mais un appel de ma grand-mère, sa voix ferme m'annonçant que grand-père était parti, m'a rappelé. J'ai donc pris le premier vol pour la maison, mon bagage à main rempli de documents juridiques au lieu de vêtements. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs, les volets délavés, le jardin dépouillé. Je me tenais au bas des marches du porche, le cœur battant plus fort que je ne l'aurais cru. Quand la porte s'est ouverte, Adrien, la voix de ma mère s'est brisée. Elle m'a serré dans ses bras, sentant légèrement la fumée de cigarette et la lotion à la lavande. Ses larmes ont mouillé mon col et, pendant une seconde fugace, j'ai pensé que j'avais peut-être eu tort de rester si longtemps éloigné. Puis son ombre a rempli l'embrasure de la porte. « Bon retour », a dit Richard, son haleine chargée de bourbon avant que je puisse répondre. Son poing a frappé mon visage, faisant basculer ma tête sur le côté. La brûlure était vive, aiguë et humiliante. Mais le pire, c'est la façon dont maman s'est figée, détournant les yeux comme si de rien n'était. Je me suis ressaisi, j'ai relevé le menton. « Ce n'est plus ta maison », a-t-il ricané. Je n'ai pas discuté. Mes doigts ont effleuré le sac suspendu à mon épaule. À l'intérieur se trouvaient toutes les pages qu'il n'avait pas lues. Toutes les signatures qu'il ne pouvait pas effacer. L'acte de propriété était toujours à moi. Je l'ai dépassé pour entrer dans le couloir, l'air vicié par la fumée et les secrets, et j'ai vu ce qui avait changé d'autre. Le couloir était plus sombre que dans mes souvenirs, les vieilles appliques murales projetant une lueur jaune sur des murs qui n'arboraient plus nos photos de famille. Là où le sourire fier de mon père avait autrefois regardé depuis un cadre en uniforme, il y avait maintenant une tête de cerf empaillée, ses yeux de verre captant la lumière d'une manière qui me tordait l'estomac. Je me suis déplacé lentement, traçant les contours de ce qui était autrefois ma maison. Le parquet qu'il avait lui-même refait était éraflé et terne, collant sous mes chaussures. L'odeur de bourbon et de cigarettes s'accrochait à l'air, assez épaisse pour suffoquer. La voix de maman tremblait derrière moi. « Ça fait si longtemps, Adrien. Les choses changent. » Je me suis retourné, croisant son regard un instant avant qu'elle ne baisse les yeux vers le sol. Cet évitement était plus vif que la brûlure qui fleurissait encore sur ma joue. Elle a lissé nerveusement sa chemise comme une enfant prise en faute et s'est occupée à ne rien faire du tout. Par l'embrasure de la porte, je l'ai vue affaler dans le fauteuil de mon père. Le même fauteuil dans lequel je grimpais les dimanches après-midi pour regarder le football à ses côtés. Maintenant retapissé de tissu camouflage, il s'affaissait sous le poids d'un homme qui semblait n'avoir sa place nulle part ailleurs qu'ici. « Regardez qui a enfin décidé de se montrer », a dit Richard, sa voix tonitruante, s'appropriant l'espace. Il ne s'est pas levé, n'a pas bougé, a juste resserré sa prise sur une bouteille de bière. J'ai ravalé une réplique, me forçant à étudier la pièce à la place. Les étagères que mon père avait construites avaient disparu, remplacées par des unités en aggloméré empilées de trophées de chasse bon marché. Même le panier de basket dehors, celui que papa avait installé pour mon 13e anniversaire, avait disparu. Par la fenêtre, j'ai aperçu du gravier là où un jardin fleurissait autrefois. Des rangées de tomates que mon père plantait chaque printemps. Les pertes s'accumulaient à chaque regard. Mais sous la douleur est venu quelque chose de plus stable. Du ressentiment, oui, mais aussi de la résolution. J'avais les papiers dans mon sac, la preuve que tout ici ne pouvait pas être écrasé. J'ai laissé ma main reposer sur la sangle, silencieux, pendant qu'il me souriait d'un air narquois depuis le fauteuil de mon père. Laissons-le croire qu'il avait gagné cette maison pour l'instant. J'ai monté les escaliers, chaque marche plus lourde que la précédente, me préparant pour la prochaine pièce qui était autrefois la mienne. Une semaine plus tôt, les fenêtres de mon bureau donnaient sur le centre de Paris, des tours de verre découpant le ciel d'hiver en arêtes vives. Mon bureau était couvert de rapports d'audit, des colonnes de chiffres qui avaient un sens d'une manière que la famille n'avait jamais eue. J'étais à mi-chemin de l'examen des dépenses d'un client lorsque mon téléphone a vibré. L'identification de l'appelant indiquait « Grand-mère Hébert ». Sa voix était plus mince que dans mes souvenirs, mais ferme. « Adrien, ton grand-père est décédé ce matin. » J'ai fermé les yeux, pressant 2 doigts sur ma tempe.
La douleur qui s'est propagée n'était pas exactement du chagrin, mais plutôt la fissure d'une vieille blessure. Grand-père était celui qui m'avait appris à lire les contrats avant de les signer, qui avait fait glisser sa loupe de poche sur la table de la cuisine en disant « Les détails comptent plus que les promesses ». Les funérailles sont samedi, a-t-elle dit. Tu dois rentrer à la maison. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Lyon était un endroit que j'avais scellé, un tiroir verrouillé dans mon esprit. 11 ans de distance n'était pas un accident. J'avais juré d'en finir avec la rue des Érables le jour où j'étais parti avec des papiers de bourse dans une main et un ticket de bus dans l'autre. Je ne sais pas si je peux, ai-je commencé, ma voix plus froide que je ne le voulais. Elle a laissé un silence s'installer entre nous, puis, plus doucement, tu dois voir ça de tes propres yeux. Quelque chose dans son ton m'a accroché. Pas seulement du chagrin, mais un avertissement. J'ai pivoté sur ma chaise, regardant l'horizon pour lequel je m'étais battu. Tout à Paris était construit sur mes choix. Revenir signifiait entrer dans une maison pleine des choix que je n'avais pas faits. À la fin de l'appel, je m'étais déjà connecté au portail de la compagnie aérienne. Le vol de Roissy-Charles de Gaulle à Lyon durait 2 heures. 2 heures pour annuler 11 ans de distance. Je n'ai pas emporté grand-chose. Un costume noir, un petit sac et un dossier de documents que je n'avais jamais montré à personne. Parce que même avant de partir, une partie de moi savait que ce retour à la maison ne serait pas seulement une question de chagrin. La maison est devenue silencieuse après le dîner. Mais ici, le silence ne signifiait pas la paix. Cela signifiait le faible bourdonnement de la télévision du salon, une bouteille qui s'ouvre, le traînement lourd de la voix de Richard résonnant entre des murs qui avaient autrefois porté des rires. Je suis resté dans le débarras exigu qu'on m'avait offert comme chambre, fixant le canapé lit coincé entre des cartons de ses trophées. J'aurais dû partir pour un hôtel, mais quelque chose en moi voulait endurer la nuit pour voir jusqu'où la pourriture s'était étendue. Ça n'a pas pris longtemps. Vers 23 heures, des pas lourds ont résonné dans le couloir. Son ombre a bloqué la fente sous la porte. Toujours réveillée, princesse? Son ton était moqueur, aiguisé par l'alcool. Avant que je puisse répondre, la porte a grincé en s'ouvrant. Il est entré, chancelant légèrement. C'est ma maison. Tu ne débarques pas comme ça après 11 ans en agissant comme si tu étais chez toi. Je n'ai pas besoin d'agir, ai-je dit calmement. Je sais où est ma place. La gifle est venue vite, un flou de mouvement. Ma joue s'est enflammée, le goût du métal remplissant ma bouche. À l'embrasure de la porte, la silhouette de ma mère a vacillé dans la lumière du couloir. Elle s'est figée, une main agrippant le cadre, puis a détourné le visage. Il est tard, a-t-elle murmuré, la voix cassante. Ne réveille pas les voisins. Et puis elle a disparu dans l'obscurité, fermant la porte de sa chambre comme si cela effaçait ce qu'elle avait vu. Le silence qui a suivi a fait plus mal que le coup. Je me suis assis lentement sur le bord du canapé, ma joue lancinante. De vieux instincts de mes années de service se sont mis en place. J'ai pris mon téléphone, suis passé en mode selfie et j'ai capturé le bleu sous 3 angles. Puis j'ai ouvert l'application sécurisée que mon cabinet utilisait pour les rapports sensibles, j'ai horodaté chaque photo et j'ai rempli un journal détaillé. Toujours documenté, ai-je entendu la voix de mon grand-père en mémoire. Toujours garder des copies. Ne laisse personne te dire ce qui t'appartient sans preuve. Mon reflet dans le téléphone avait l'air plus dur que dans mes souvenirs. Pas brisé, même pas surpris, juste prêt. J'ai verrouillé l'entrée, glissé le téléphone sous mon oreiller et je me suis allongé, les yeux ouverts dans le noir. La gifle avait été destinée à me rappeler que je n'étais pas à ma place. Tout ce qu'elle a fait, c'est confirmer à quel point je l'étais encore. La lumière du matin a révélé plus que je ne voulais voir. La table de la cuisine était ensevelie sous des enveloppes non ouvertes, une montagne de factures mises de côté comme si elles pouvaient disparaître si on les ignorait. Je me suis assis, les rassemblant une par une en une pile nette. Avis de retard de paiement d'hypothèque, avertissement de coupure de service public, rappel d'impôt foncier estampillé en rouge. Quand maman est entrée en traînant les pieds, elle s'est figée. Adrien, laisse ça. Ton père s'en occupe. J'ai brandi un relevé avec son gribouillage sur la ligne de signature. L'écriture était proche, mais pas la sienne. J'avais vu sa vraie signature assez souvent sur les formulaires scolaires et les chèques d'anniversaire pour connaître la différence. Celle-ci était plus lourde, instable, trop appliquée. As-tu signé ce renouvellement de prêt? Ses yeux ont filé vers la cafetière. Il a dit qu'on en avait besoin pour des réparations.
Il me l'a dit, donc tu ne l'as pas signé? Son silence était une réponse suffisante. La voix de Richard a retenti du salon. Ne commence pas avec tes jeux de suspicion de grande ville. Cette maison avait besoin de réparation, et je l'ai réparée. Nouveau garage, nouveau bureau, ça coûte de l'argent. J'ai regardé par-delà lui à travers la fenêtre. Les soi-disant réparations étaient au mieux cosmétiques, un garage surdimensionné avalant la moitié du jardin, des étagères en aggloméré là où le savoir-faire de mon père se tenait autrefois. Rien de tout cela ne justifiait des milliers d'euros de prêt. Tu appelles ça réparer, ai-je marmonné, mais il n'a fait que ricaner, prenant une longue gorgée de sa bière. À midi, j'avais rempli la moitié d'un dossier de copies, photographiant chacune d'entre elles avec mon téléphone. La piste papier se dénouait plus vite que je ne l'avais prévu. Pourtant, ce n'était pas suffisant. J'avais besoin de preuves de l'endroit où l'argent était allé. Cela est venu de l'autre côté de la rue. Madame Pelletier, la voisine qui me donnait des biscuits en cachette quand j'étais enfant, m'a intercepté sur le porche. Ses cheveux étaient plus gris, mais ses yeux toujours vifs. Je ne devrais pas m'en mêler, a-t-elle chuchoté, me glissant une petite enveloppe dans la main. Mais quelqu'un devait garder des archives. À l'intérieur se trouvaient des photos prises discrètement depuis son jardin de nos affaires étalées lors de vœux-de-grenier. La collection de pièces de mon père étalée sur une table pliante. La porcelaine de ma grand-mère dans des boîtes dépareillées. Même mes croquis d'enfance empilés comme des déchets. Il a dit que c'était des affaires d'un garde-meuble, a-t-elle dit, les lèvres pincées. Mais je savais bien que non. Les images sont devenues floues alors que je les parcourais, la fureur me serrant la poitrine. Il ne vendait pas seulement des objets. Il vendait la mémoire, l'histoire, tout ce que mon père avait construit. J'ai glissé les photos dans mon dossier à côté des signatures falsifiées et des avis de retard de paiement. L'histoire qu'elle racontait était indéniable, et je ne faisais que commencer à rassembler les pièces. J'ai trouvé le bureau de Jean-Marc Morin dans un immeuble en briques à 2 pâtés de maison du palais de justice. La plaque sur la porte en verre dépoli semblait usée mais solide, tout comme l'homme qui s'est levé pour m'accueillir. Il avait la soixantaine, les cheveux clairsemés au sommet, la cravate légèrement de travers, mais sa poignée de main était ferme. « Votre grand-mère a appelé, a-t-il dit, m'invitant à m'asseoir. Elle a dit que vous m'apporteriez quelque chose d'important. » J'ai posé le dossier sur son bureau. Facture, renouvellement falsifié, reçu de prêteur sur gage, photo. Il les a étalés en rangées nettes, lisant chaque page sans se presser. Son silence s'était tiré, rompu seulement par le grattement de son stylo alors qu'il prenait des notes. Finalement, il a levé les yeux. C'est substantiel. Vous avez co-signé l'hypothèque originale avec votre mère? Oui, 19 ans, bourse militaire. J'en savais juste assez sur les contrats pour nous protéger. J'ai ajouté une clause, pas de changement majeur sans les 2 signatures. Il a hoché la tête, impressionné. Cette clause est toujours contraignante. Et ces signatures sur les documents de refinancement pas les vôtres, et je parierai pas celles de votre mère non plus. Elles ne le sont pas, ai-je dit catégoriquement. Morin s'est penché en arrière. Alors nous avons des motifs pour une ordonnance de référé. Nous pouvons demander au juge de geler tous les transferts de propriété et d'exiger une surveillance judiciaire avant que quoi que ce soit n'avance. Cela nous achètera du temps et l'empêchera de vendre ce qui reste. Cet après-midi-là, nous nous sommes tenus devant le juge Hernandez, un homme avec des lunettes pointues et une voix qui portait l'autorité sans avoir besoin de volume. Morin lui a remis le classeur de preuves. Mes photos du bleu étaient sur le dessus. Le juge a feuilleté les pages, son expression se durcissant. Ordonnance accordée, a-t-il dit, signant d'un trait rapide. Pas de vente, pas de transfert, pas de disposition d'actifs jusqu'à examen. Mademoiselle Hébert, vous aurez un accès légal pour sécuriser la propriété, accompagné des gendarmes. Les mots ont atterri comme un coup de marteau en moi, officiel, réel. Ce n'était plus seulement une laideur familiale cachée derrière des portes closes. C'était la loi. À l'extérieur de la salle d'audience, Morin m'a remis une copie de l'ordonnance. Les gendarmes nous rejoindront demain matin. Soyez prêtes. Il ne prendra pas ça tranquillement. J'ai plié les papiers soigneusement, les remettant dans mon sac où l'acte de propriété reposait déjà. Pendant des années, j'avais porté la preuve par précaution. Maintenant, c'était mon arme. La ligne avait été tracée. Ma maison, mes règles, allaient rencontrer le poids de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
L'appel est arrivé alors que j'organisais les papiers de l'ordonnance au bureau de l'hôtel. Madame David, la directrice de l'école primaire où ma mère travaillait encore, parlait d'un ton sec et inquiet. Adrien, j'ai pensé que vous devriez savoir. Votre père vient de faire une scène ici. J'étais dans la voiture avant qu'elle ait fini sa phrase. Au moment où je suis arrivé à l'école, la scène s'était déjà déroulée. Le personnel se tenait en petits groupes près de l'entrée, chuchotant, tandis qu'un agent de sécurité flânait près de la porte. À l'intérieur, j'ai trouvé maman dans le bureau principal, le visage marbré de rouge, serrant une pile de dossiers comme un bouclier. Il criait dans le hall, a expliqué Madame David calmement, hurlant à propos de filles ingrates, de propriétés volées. Nous avons dû l'escorter dehors. J'ai regardé maman, mais elle a évité mes yeux, ses mains tremblantes ajustant les papiers qui n'avaient pas besoin d'être ajustés. L'humiliation pesait lourdement sur ses épaules. Ce n'est plus seulement mon combat, ai-je dit doucement. Ses lèvres se sont pincées, une fissure se formant dans son silence habituel. Plus tard, de retour à l'hôtel, elle est arrivée à ma porte. Elle ne portait que son sac à main et une expression que je n'avais jamais vue sur elle auparavant. La défaite mêlée à quelque chose de plus vif. Je ne peux pas vivre comme ça, a-t-elle murmuré. Tout le monde a vu. Il m'a rabaissé devant des gens avec qui je travaille depuis 15 ans. J'ai ouvert le dossier que Morin a préparé, l'accord de restauration. Il rétablissait la maison dans sa structure de propriété d'origine avec des clauses de protection contre d'autres prêts ou transferts. Maman aurait une résidence à vie, mais le contrôle de Richard prendrait fin. Sa main a plané au-dessus du stylo. S'il le découvre. Il sait déjà qu'il est en train de perdre, ai-je dit. Pendant un long moment, elle est restée immobile. Puis elle a signé. Les traits étaient tremblants, mais ils ont traversé des années de silence. Quand elle a fait glisser les papiers sur la table, j'ai senti l'équilibre basculer. Pas encore une victoire, mais une fracture dans le mur qu'il avait construit autour d'elle. Elle a essuyé ses yeux rapidement. Ne lui dis pas que j'ai signé ce soir. J'ai hoché la tête. Pour l'instant, c'était suffisant. Elle avait une seule page, mais la première vraie fissure dans son contrôle. Les entrepreneurs ont commencé tôt, leurs marteaux et leurs scies résonnant dans les pièces vidées. La poussière flottait dans les rayons de lumière du matin, transformant la maison en quelque chose à la fois de brisé et de vivant. Je les ai guidés à travers chaque espace, soulignant où le savoir-faire de mon père avait été dépouillé. Jacques, le charpentier en chef, s'est arrêté au sous-sol et a tapoté une section de mur. Ça ne sonne pas juste, a-t-il murmuré. Quelques minutes plus tard, le plâtre a cédé pour révéler un compartiment étroit. À l'intérieur, enveloppé dans une pochette en plastique, se trouvait une liasse de papier et une enveloppe marquée de mon nom avec une écriture que je connaissais par cœur. Je me suis assis sur les marches, les doigts tremblants en dépliant la lettre. Les mots de mon père se sont déversés, écrits avant son dernier déploiement, sa fierté en moi, ses avertissements sur la maison, son plaidoyer pour ne laisser personne nous la prendre. Cet endroit est plus que du bois et des clous, Adrien. C'est notre histoire. Protège-la. Les larmes ont brouillé l'encre, mais pour la première fois depuis des années, je l'ai senti proche. Ce soir-là, un autre coup a retenti. Catherine Guillaume. Elle se tenait sur le porche en civil, portant une petite boîte. J'ai servi avec votre père, a-t-elle dit simplement. Il m'a fait confiance pour garder ça pour vous et votre mère si quelque chose arrivait. À l'intérieur se trouvaient des journaux, des photos, sa montre. Elle a rencontré mon regard fermement. Il y avait des rumeurs. Richard les a déformées. Mais votre père n'a jamais trahi sa famille. Il parlait constamment de vous et de Lydie. Il vous aimait toutes les deux. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, hésitante, jusqu'à ce que Catherine lui mette une enveloppe scellée dans les mains. J'ai regardé maman lire, les larmes coulant sans retenue. Son expression s'est adoucie en quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, une sorte de libération. Quand elle a levé les yeux, sa voix s'est brisée. Ton père ne nous a jamais quittés, Adrien. Moi si, mais je veux revenir. J'ai tendu la main vers la sienne, la lettre encore chaude dans la mienne. Entre la sueur, les marteaux et les mots de l'homme qui a construit cette maison, quelque chose en nous a commencé à se réparer. L'épreuve s'étalait sur le bureau poli de Morin comme une carte de la pourriture. Reçu, billet de prêteur sur gage, signature falsifiée. Chaque geste négligent que mon père pensait pouvoir enterrer était maintenant exposé au grand jour.
Morin a fait glisser le dossier vers lui pendant les négociations de plaidoyer. Vous n'avez plus de terrain sur lequel vous tenir, a-t-il dit calmement. La bravade de Richard s'est fissurée. Les menaces, les ricanements, même le verbiage d'ivrogne disparut. Il s'est affalé sur la chaise pendant que les conditions étaient lues. Restitution complète. Confession signée. Peine de prison. Il a essayé de jeter un regard à maman pour obtenir de la sympathie, mais elle n'a pas rencontré ses yeux. Quand le stylo a touché le papier, c'était la première chose honnête qu'il ait faite depuis des années. Quelques jours plus tard, les copains d'armée de papa ont commencé à se présenter un par un, apportant des morceaux du passé qu'il avait mis en gage. Une médaille enveloppée dans une boîte de velours, un couteau de combat, une veste de campagne sentant encore faiblement le sable et l'huile. Chaque homme a placé son offrande sur la table de la salle à manger, me serrant la main avec une solidarité silencieuse. Il nous a raconté des mensonges, a dit l'un d'eux. Mais la vérité de votre père est en sécurité maintenant. La communauté aussi s'est ralliée à nous. Les voisins passaient avec des plats cuisinés, des histoires et de la sympathie. Pour la première fois depuis mon retour, j'ai senti le poids de l'isolement de Richard se lever. Nous n'étions pas seuls. Ce soir-là, je me suis assis avec maman à la table de la cuisine. Entre nous se trouvait l'accord de restauration signé et la lettre de papa que je gardais pliée dans ma poche. Tu auras une résidence à vie ici, lui ai-je dit. Ce sera toujours ta maison, mais il y a des règles maintenant, des limites. Plus d'hommes comme lui pour dicter ce qui se passe sous ce toit. Elle a hoché la tête, des larmes brillant mais non versées. Je comprends. Je croyais qu'elle comprenait. La maison pouvait être reconstruite avec du bois et des clous. La famille à l'intérieur. Cela prendrait plus de temps, mais au moins maintenant nous avions une fondation assez solide pour essayer. 3 semaines plus tard, la maison ne ressemblait plus à une ruine. Les placards intégrés se dressaient à nouveau fièrement dans le salon, chaque étagère fabriquée avec le même soin que mon père y avait mis autrefois. Les planchers brillaient, le chêne chaud restauré à son juste éclat. Même la table de la salle à manger avait été poncée et refaite, prête à accueillir des repas de famille au lieu de la négligence. Ce soir-là, maman et moi avons mis la table ensemble. Pas de carton à emporter, pas de dîner surgelé réchauffé au micro-ondes en silence. Elle avait cuisiné un rôti de bœuf, des pommes de terre et des haricots verts, comme elle le faisait avant que l'ombre de Richard ne tombe sur la maison. Nous avons mangé lentement, savourant non seulement la nourriture, mais aussi la digne quiétude de s'asseoir en tant que mère et fille sans crainte. Ensuite, j'ai sorti mon ordinateur portable dans le salon, terminant un rapport pour mon cabinet. Paris était toujours mon monde, mais je savais maintenant que cette maison en ferait partie aussi. Je n'abandonnerai pas la carrière que j'avais bâtie, mais je l'équilibrerai avec la gérance, en louant l'endroit à une bonne famille, en supervisant son entretien, en m'assurant que personne ne prétende plus jamais qu'elle n'était pas à moi. Plus tard, nous sommes sortis sur le porche. L'air était frais, les étoiles claires au-dessus de Lyon. Je nous ai versé à chacun un petit verre de vin. Levant le mien, j'ai regardé maman, puis la maison derrière nous, brillant doucement de sa nouvelle vie. Ah papa, ai-je dit doucement, pour avoir construit plus qu'une maison, pour avoir construit quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Maman a touché son verre au mien, son sourire fragile, mais réel. J'ai siroté lentement, laissant le poids du moment s'installer. La maison se tenait solide derrière nous.